Merci pour vos deux interventions. Je crois qu'elles se répondent assez bien, puisque l'un et l'autre, vous travaillez sur l'effort finalement des ménages, ce qu'ils font pour se loger, puis pour pondérer les facteurs éloignement, etc. Je pense qu'il y a effectivement des dialogues à établir entre sociologues et économistes, sociologues qui observent ce que font concrètement les ménages, et économistes qui regardent plutôt ce que pourraient faire les ménages et éventuellement les banquiers. Bon, alors, j'avais une petite question pour Anne pour commencer, puis après on va prendre les questions. Je vais poser une question aussi à Nicolas, puis on prendra les questions au public. Donc, dans le calcul économique des ménages, qu'est-ce que c'est que le transport supportable ? Comment parle-t-il des conditions de transport, des coûts, et comment arrive-t-il à rationaliser ensuite la place de l'épouse, de la compagne dans le logement, puisque tu as dit qu'effectivement, à terme, elle finissait par rester à domicile et par avoir des activités de type care. Alors, je crois que c'est bien complémentaire avec ce qu'a vu Nicolas. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ces ménages, donc là, ils achètent des maisons qui, avec terrain, coûtent environ 200 000 €. Et ils sont vraiment au taquet des critères d'endettement de la banque. Ils sont au 33%. Mais on voit en fait que cette règle prudentielle, elle est complètement... dans sa mise en œuvre, il y a une grosse marge de manœuvre des banquiers, des différentes agences, etc. Certains incluent les transferts sociaux, d'autres les coûts de transport, d'autres pas. Et pour ces ménages, dans le lotissement en tout cas que j'ai vu, les 45 familles, rarement les coûts de transport avaient été bien intégrés, bien calculés. Ça veut dire essence, péage pour aller à Lyon, assurance de la voiture, changement de voiture évidemment parce que la voiture peut tomber en panne, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est une très faible capacité de projection financière de ces ménages. Je ne sais pas si spécifique à ce groupe social, ou en tout cas, c'est dur pour eux de modéliser ce coût à venir du transport. Et l'ajustement, il est plutôt au fur et à mesure de l'installation. C'est-à-dire qu'au début, on voit des ménages biactifs qui ont 2 voitures, etc. Et puis, au fur et à mesure que la pression financière augmente, on va revendre une voiture, on essaye les transports locaux, le car, etc. Mais ils passent une fois par heure, alors qu'on travaille en horaire décalé dans la vente ou comme les infirmières, c'est pas possible. Donc progressivement, il y a un réajustement de l'économie domestique avec l'idée que il faut à tout prix trouver une solution dans l'espace local, qu'elle soit par le marché du travail salarié ou par des arrangements, des petits boulots noirs, ce que je disais. Mais c'est vrai que le processus, il est progressif. Cette confrontation à la contrainte financière est très forte et a été très peu intégrée voire pas du tout en fait, dans le taux d'endettement initial de ces ménages. D'accord. Alors peut-être Nicolas... Oui, je vais me permettre de rebondir en plus. C'est vrai qu'il y a un gros problème. Et c'était intéressant, il y a des travaux d'un autre chercheur récemment, Joël Messonnier, qui était sur cette question, est-ce que les ménages ils anticipent cette question du transport ou non, qui montrait que en fait, ils étaient tellement focalisés sur leur projet résidentiel, sur leur rêve d'accéder, que le transport, on voyait après si ça passait ou non. Et pour moi, c'est vrai que le premier enjeu, c'est un enjeu d'information qui est juste de sensibiliser les ménages à combien ça coûte, en particulier la voiture. Et je sors un chiffre souvent dont les gens n'ont pas conscience. Si on regarde le coût complet de la voiture par rapport juste au coût de l'essence, c'est 3 fois le coût de l'essence. C'est-à-dire quand on tient compte de l'achat, la maintenance, l'assurance et tout ça, la facture d'essence, en moyenne, alors bien sûr c'est une moyenne, il faut la multiplier par 3. Et ça... si vous demandez à des ménages autour de vous, à des gens, il y a très peu de gens qui le savent. Et justement, il y avait une enquête de l'ADEME là-dessus pour essayer de voir est-ce que les gens ils étaient conscients des coûts de détention d'une voiture ou non. Et très souvent, les gens ils sous-estiment très fortement combien coûte une voiture.
Et moi, je pense qu'un des premiers enjeux, oui, c'est... alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a... Enfin, d'ailleurs, c'est pas du tout drôle, en fait, mais il y a une banque qui... on m'a cité, pareil, l'exemple d'une banque qui a essayé de sensibiliser les ménages à cette question des coûts de transport. Apparemment, les ménages, ils voulaient pas en entendre parler. Ils disaient, vous êtes en train de nous briser notre rêve. Nous, on veut accéder et les coûts de transport, c'est pas grave. Nous embêtez pas avec ça. Mais alors, petite question pour vous taquiner, est-ce qu'on ne court pas le risque? Alors bon, moi je suis pas. Il y a un autre débat aussi à avoir sur l'impact baissier que pourrait avoir votre modèle, mais je reviendrai sur un autre débat, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement, comme les banquiers, comme les banques ont accompagné, disons, la croissance des prix immobiliers pendant les 4 dernières années, avec un allongement de la durée des taux, de la durée des prêts et une modulation des taux. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que finalement, dans les règles prudentielles, finalement, les banquiers vous écoutent, mais à moitié, c'est-à-dire que finalement, ils intègrent cette question des coûts des transports dans la durée des prêts et, par exemple, ils assortissent maison plus auto, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'on ait ce genre de formule? Et dans ce cas-là, quels seraient les effets? Si, c'est sûr qu'il y a... On vous a déjà posé la question. Mais... c'est sûr qu'il y a un danger. Pour moi, enfin, l'information, il y a un problème. Comme je dis, il y a un problème déjà d'information sur les coûts de transport. Il y a aussi un problème d'information financière qui est de sensibiliser les ménages à ces questions, de ne pas prendre des prêts de durée excessive. Et c'est sûr que si, in fine, le seul effet que ça a, c'est de passer de prêts de 25-30 ans à des prêts de 30-35 à 40 ans, ben on aura raté la chose. Mais on peut penser que... moi, je pense quand même qu'il y aura peut-être... toujours un peu des petits effets pervers, mais qui seront... le remède sera moins pire que dans le cas de juste tenir compte de la contrainte de logement. Mais bon, ceci dit, ce problème, il est quand même plus prégnant dans les vraiment grosses agglomérations, les prix immobiliers sont élevés. Il faut voir aussi un peu au cas par cas. Mais oui, il y a un risque, mais c'est pour ça qu'aussi, enfin, pour moi, il y a un rôle d'information. Et c'est pareil, souvent, je pense qu'il y a un problème que les ménages ont tendance à vouloir acquérir à tout prix. Et ça aussi, c'est sans bien comprendre tous les coûts qui sont associés au fait d'acheter tout simplement au-delà même des coûts de transport. Et là, il y a un autre enjeu public d'information. Combien de gens j'entends dire « Ah, la location, c'est de l'argent jeté par les fenêtres alors qu'acheter une maison » et qui ne se rendent pas compte que justement, les intérêts, c'est pareil que de payer un loyer. Donc, pour moi, c'est aussi une autre question. Justement, c'est intéressant sur la question de l'information financière, parce que c'est pas seulement le coût de transport. C'est effectivement, moi, quand je faisais l'entretien là, avec les familles, on discutait beaucoup des conditions d'accès au crédit, les négociations qui avaient eu lieu, etc., le nombre de refus qu'ils avaient fait avant d'accéder à la propriété. Et en fait, comme tu dis, ils se ramènent souvent à l'équivalence assez rassurante pour eux que le coût du crédit, c'est l'équivalent, grosso modo, du loyer précédemment acquitté, la mensualité. Mais en fait, pour parler du coût total du crédit, de sa durée dans le temps, on voit que c'est très flou, même du nom du dispositif d'aide ou du type de prêt qu'ils ont. En fait, il y a vraiment une méconnaissance vraiment très forte, une espèce de dépossession qui n'est pas seulement liée au fait que c'est des ménages qui sont moins habitués à fréquenter les institutions financières ou qui n'ont pas fait des grandes études, des modèles économétriques, etc. Mais aussi, quand on regarde la structure des prêts dans les enquêtes logement de l'INSEE, on voit que ces ménages-là ont en fait les structures de financement les plus complexes parce qu'au lieu d'avoir un prêt immobilier principal, ils vont empiler des types de prêts différents, de dispositifs d'aide. Donc structurellement, en fait, leur plan de financement est plus compliqué et un dispositif va succéder à un autre dans le temps. Donc ils disent on a 25 ans de crédit, mais en fait, quand je serai à terme des 25 ans, j'ai encore 10 ans de prêt à taux zéro, ça m'emmène à 34 ans, 35 ans, etc. On voit une espèce de flou général et c'est vrai que c'est assez inquiétant ça, sur le terrain de voir ça. Et pour eux, évidemment, ça génère un fort sentiment d'insécurité financière. Alors par contre, le chiffre qu'ils ont en tête, c'est par mois, ce qui est prélevé, ce qui est le montant mensuel. Et c'est l'argument. Et je dirais, c'est pas que les ménages, c'est aussi
dans les interactions avec les banquiers, on voit ce chiffre qui est mis en avant aussi. Allez-y, vous pouvez y aller. Ça fait comme ça revient comme avec votre loyer d'avant. Il n'y a pas tellement d'écart, il y a 80 €, 100 €. Mais en fait, sur un budget qui est déjà hyper contraint, 100 € plus les coûts de transport qui sont sous-estimés, etc., ils sont très vite bien au-delà des 33% d'endettement. Enfin, si on regarde en endettement effectif, quoi. Et il y a très peu de surendettement immobilier en France, de dossiers à la Banque de France, mais ils sont vraiment dans une pression financière quotidienne énorme, quoi. Enfin... Bien, merci. On va laisser la parole à la salle. Oui, alors François Héran, je prends avec plaisir, je endosse avec plaisir le rôle du membre du public qui pose une question. Lorsqu'on va comme ça dans le périurbain, ça doit correspondre souvent, j'imagine, à une nouvelle étape dans la vie de famille, et par exemple le fait d'avoir un enfant. Et une des choses qu'on observe dans la famille, c'est que les parents, quand ils décident d'avoir un enfant, là encore, et c'est peut-être heureux, sous-estiment considérablement ce que va coûter leur enfant. C'est-à-dire que s'ils faisaient vraiment tous les calculs, s'ils arrivaient à anticiper le fait que, par exemple, le coût de l'enfant ne cessera d'augmenter avec l'âge jusqu'à 25 ans, enfin, dans des proportions qu'on n'imagine pas, justement, ils auraient peut-être moins d'enfants. Bon, heureusement, le démographe que je suis constate avec plaisir que les gens ne calculent pas tant que ça. Mais évidemment, ce qui est embêtant dans votre affaire, c'est que souvent, ils décident d'avoir des enfants au moment où ils se logent dans le périurbain, parce que tout ça fait partie d'une espèce de plan d'ensemble. Et donc, il n'y a pas que le surcoût du transport qui est surestimé, il va y avoir le surcoût de l'enfant supplémentaire, malgré tous les efforts de la politique familiale pour compenser seulement en partie le surcoût des enfants supplémentaires. Vous savez qu'en gros, les corrections faites par la politique familiale, c'est que, ce sont des... je sais pas, on passe de 70% à 60%. Si on prend comme référence les familles les mieux dotées, le coût pour une famille avec 3 enfants du dernier décile sera réduit d'une dizaine de pourcents ou de vingtaine de pourcents, quelque chose comme ça. Bon. Voilà, alors c'est cette conjonction, et bien ça pose le problème d'anticipation, cette conjonction de plusieurs événements, le nouveau logement, un agrandissement de la famille, et avec la même difficulté à anticiper les coûts à long terme. J'imagine que vous avez dû, Anne, trouver ce genre de choses dans vos entretiens. Alors oui, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une critique par ces ménages du coût représenté de l'enfant que faisaient les banquiers. Ça veut dire que dans le calcul du reste à vivre, comme tu disais tout à l'heure, les banquiers intègrent la composition du ménage. Et il y avait des ménages qui me disaient, mais on rajoute que 150 € par enfant en termes de charges. Je me dis, 150 €, je peux rien acheter, c'est pas les couches, le lait, etc. Et donc il y avait l'idée déjà que quand même les banquiers sous-estimaient ce coût. Mais eux-mêmes ne le chiffraient pas, ne pouvaient pas l'anticiper non plus. En tout cas, le projet... Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir que le projet résidentiel était lui-même globalement pas très adapté à la situation familiale. Et ça, je pense, c'est un effet de la décorrélation du calendrier familial et résidentiel lié à la montée des inégalités économiques, aux difficultés croissantes d'accès à la propriété. C'est des gens qui s'installent. En fait, on n'est plus tellement dans le modèle des 30 glorieuses, on se met en couple, les enfants arrivent, hop, on prend une maison en propriété. Des ménages qui accèdent assez tard à la propriété, notamment les familles de la deuxième tranche, en moyenne, elles avaient plus de 40 ans. Donc ça veut dire des enfants qui sont déjà en primaire, collège, voire lycée. Et là, la maison est déjà presque trop petite, etc. C'est là où il y a un peu une accession à tout prix. C'est finalement même la forme même du logement, l'habitat. Il n'y a pas assez de chambres. Effectivement, les transports scolaires, ça ne va pas. Mais voilà, il y a le désir d'accéder aussi. Bien, on va prendre d'autres questions. Il y a un doigt qui se lève là. Merci. François Verret, conseil de développement de Sénart.
Juste, je voulais faire une remarque, et ça va un petit peu dans le sens de ce que disait monsieur, là, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas d'autres coûts à prendre en compte. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a un phénomène qui n'est pas seulement anecdotique, hein, c'est le covoiturage qu'on voit beaucoup. Je pense notamment à une région que je connais un petit peu, c'est le nord de Bretagne, où il y a vraiment des aires de covoiturage énormes qui permettent aux gens effectivement de réduire leurs coûts de déplacement dans les situations qu'on évoquait. Donc il y a toute une, je sais pas comment dire, une économie solidaire qui se met en place pour un petit peu contrecarrer ces phénomènes-là, quoi. Le covoiturage, il marche quand on a des horaires de travail, en fait. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, pour les ménages de classe populaire qui travaillent dans le tertiaire, peu qualifiés, etc., avec des horaires décalés, en fait, à un moment, ils ont effectivement cette tentation du covoiturage, même entre conjoints ou au sein du lotissement ou de la commune. Et en fait, le type même d'emploi qu'ils occupent, c'est pas compatible. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est comme une série d'obstacles qui se surajoutent dans leur parcours d'accession. Enfin, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de formes d'adaptation possibles, mais il faut le covoiturage, autant dans les trajets de longue distance pour partir en vacances ou en week-end, c'est quelque chose qui se développe énormément. Sur du domicile-travail, ça reste quand même très très marginal. Et alors peut-être que dans des scénarios extrêmes, justement, ça pourrait être amené à plus se développer. Mais pour l'instant, c'est quand même, on va dire, l'exception qui confirme la règle. Mais ça peut être une piste, mais c'est vrai qu'en plus, justement, dans les zones éloignées, c'est en général des zones moins denses, où justement, du coup, il y a moins de monde autour de vous et les trajets domicile-travail sont relativement dispersés. Donc la probabilité que vous trouviez quelqu'un qui a les mêmes horaires que vous, qui habite au même endroit... Mais oui, ça peut être une forme d'adaptation, mais il en demeure que le trajet demeurera cher, notamment par rapport à ceux qui sont à proximité des transports en commun ou qui sont tout simplement plus proches du pôle d'emploi. Bien, on va prendre une autre question. Je crois qu'après, une dernière question peut-être. Monsieur aussi, juste rapidement, on a l'impression, Louis Gordet, oui. Service habitat privé, Région Île-de-France. Il y a toujours un sentiment de frustration dans ces analyses-là parce qu'on a l'impression qu'elles ont un caractère résiduel. Qu'est-ce qui va décider in fine de la viabilité du projet? C'est le banquier. Or, ce qui est intéressant, la DIL nous dit, oui, en France, ils sont très sérieux, ils sont très prudents et autres, mais comme on est dans une relation contractuelle mercantile et qu'ils sont en compétition les uns avec les autres, on est incapable d'avoir accès à la modélisation. Et on sait qu'il y a très peu de contentieux en France devant les tribunaux pour contester les décisions des banques. Est-ce qu'ils ont véritablement apprécié ce qu'on appelle la dignité, l'appréciation de la dignité de l'emprunteur de crédit? Ça, c'est une question fantastique et très intéressante. Et je crois que même en Belgique, ils avaient réfléchi au fait que ça pouvait relever d'une logique de service public. Donc là, on est quand même très tributaire d'un élément fondamental qui reste aveugle, c'est la position du banquier. Voilà, c'est tout. Bien. On va peut-être reprendre la deuxième question, puis on va faire une réponse groupée de nos deux intervenants. Oui, alors, bon, moi, je suis très contente là, d'avoir entendu ces deux interventions parce que, justement, ça faisait un moment que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'analyse critique par rapport à la question de la propriété, de l'accession à la propriété. Or, il me semble que c'est quand même une question récurrente et donc dont les fantasmes ont bien été montrés à travers ces deux interventions. Et bon, sachant que cette volonté d'accéder à la propriété, elle coïncide aussi dans une certaine mesure avec le mouvement de périurbanisation qui a démarré dans les années 70 surtout. Je voulais savoir ce qu'il en était, si vous aviez des éléments concernant les pays du nord de l'Europe où l'accession à la propriété est beaucoup moins mise en avant, d'autant qu'il y a les possibilités aussi de se loger dans le locatif, un encadrement des loyers comme en Allemagne ou ailleurs. Et je voulais savoir si... mais il y a aussi un étalement urbain, une périurbanisation. Et je voulais savoir si vous aviez des éléments par rapport aux configurations qui existaient vis-à-vis de l'accession et du périurbain dans des pays du Nord, si on se rapprochait malgré tout de ce fantasme général. Bien. Alors, juste pour commencer, peut-être réagir sur le premier point, sur la question des banquiers, je suis assez d'accord. On a vu aux États-Unis ce qui s'est passé avec la crise des subprimes. Et sur le deuxième point, alors malheureusement, non, je n'ai pas trop... je travaille essentiellement sur l'Île-de-France et j'aimerais bien travailler sur d'autres terrains à l'avenir.
Seule chose que je peux dire, c'est, moi en tout cas par rapport aux éléments dont j'ai parlé, ce qui est sûr, c'est que dans des pays effectivement où le secteur locatif peut être beaucoup plus développé qu'en France, les problèmes que j'évoque sont un peu moins importants dans la mesure dans le secteur locatif. Si jamais on se rend compte que le logement choisi n'est pas adapté, quand même les coûts de transaction liés au fait de se relocaliser sont beaucoup moins importants que quand on a fait le projet d'accession et que là on est quand même un peu bloqué parce que si on veut déménager, c'est repayer les frais de notaire, c'est payer éventuellement des indemnités sur le remboursement du prêt, que du coup, juste du point de vue que j'ai évoqué, oui, les problèmes sont quand même un peu moins graves dans le secteur de la location que dans l'accession, où il y a beaucoup de freins à la remobilité. Très rapidement, moi je ne connais pas effectivement tellement les autres contextes européens. J'ai plus regardé ce qui se faisait aux États-Unis, voilà, où le modèle pavillonnaire est ancien, plus diffusé, plus intense. Et les chercheurs notent aussi vraiment ce double mouvement à la fois de peu de paupérisation, ils appellent ça aussi d'ethnicisation des banlieues pavillonnaires lointaines. Alors c'est plus les suburbs, c'est les exurbs, c'est l'équivalent de notre périurbain, mais ils sont confrontés aussi au même processus de difficultés socio-économiques, etc. Ce qui est intéressant pour nous de faire ce parallèle-là sur la question des banquiers. En fait, comme vous le disiez, c'est central parce que ce sont eux qui mettent en œuvre en fait les politiques d'aide à l'accession, qui distribuent les prêts à taux zéro, etc. et passe foncier. Et en fait, c'est très difficile de travailler sur la distribution des prêts au guichet ou d'accéder aux dossiers des banques. On pourrait faire un travail intéressant. Là, ce qu'on fait avec un autre chercheur, avec Laurent qui était là ce matin, on a essayé d'avoir les données prêts à taux zéro, donc les données exhaustives distribuées par les banques et qui sont centralisées au niveau de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale et qui nous donnent toute la base exhaustive des prêts distribués depuis 1995. Mais on voit que c'est sur les dispositifs de prêts aidés et pas sur les autres types de crédits. Donc là, on est tributaire des enquêtes logement de l'INSEE. Et là, je suis engagée sur un autre projet, justement, sur une post-enquête qualitative, sur les enquêtes logement de l'INSEE, où on retourne voir les ménages qui ont été enquêtés de manière qualitative pour revoir avec eux toutes les données financières et essayer de comprendre l'écart qu'on a entre les données enregistrées dans les enquêtes et leurs conditions d'endettement effectif, etc. Parce que ne serait-ce que sur le prêt à taux zéro, il y a 25% d'écart entre les effectifs recensés par l'administration et les effectifs INSEE, ce qui est énorme en fait. Et on se dit sûrement c'est des données qui sont très mal enregistrées, qui sont très dures à récolter par questionnaire, etc. Donc c'est encore, il y a plein de travaux de recherche à mener sur ces questions-là. C'est vaste. Voilà, donc il y a beaucoup effectivement de pistes de recherche qui peuvent être développées là-dessus. Je pense que tout ça nous oriente peut-être vers des micro-politiques locales, à la fois des collectivités locales, mais aussi, comme le disait Anne et comme le proposait Nicolas, aussi autour des métiers de la banque finalement, et de la manière dont se font ces calculs prudentiels et l'intégration aussi de ces nouvelles constructions dans le tissu périurbain. Voilà, écoutez, je vous remercie tous les deux et puis nous allons passer à la pause café. Voilà. Merci.